Merci, monsieur le conseiller municipal. Bon, je commencerai. D'abord, je voulais vous remercier du ton très positif que vous avez employé sur l'action municipale depuis 2014 et constater avec vous, puisqu'on se parle franchement, que les responsabilités dans le dialogue que vous évoquez, qui aurait pu être plus étroit, sont assez partagées et que la mandature, d'un côté comme de l'autre, n'est pas tout à fait partie sur les mêmes données que celles qu'elle connaît aujourd'hui. Et il y a eu au départ des ajustements de style à faire, notamment pour les personnes qui avaient l'habitude de siéger autour de cette table plus longue peut-être que moi. Et donc je me réjouis, nous nous réjouissons qu'aujourd'hui les choses se soient relativement apaisées, mais il y a aussi le résultat du travail municipal, des résultats qui sont engrangés, et sans doute que dans une mandature suivante, le dialogue se fera de façon différente, en tout cas on peut le souhaiter, même si je rappelle que beaucoup de commissions, y compris des endroits assez sensibles, vous vous en souvenez, avaient été ouverts à l'opposition, et que globalement, dans la discrétion, puisqu'il n'y a pas de secret, mais dans la discrétion des commissions, des différents comités où on se retrouve, que ce soit pour les services publics locaux, que ce soit pour la commission des finances, que ce soit la conférence des présidents, que ce soit la commission des associations, globalement, on ne puisse pas dire que depuis le début de mandat, il n'y ait pas d'écoute, ni qu'il y ait des positions aussi tranchées que ça, aussi violemment opposées que ça. Donc je constate qu'aujourd'hui, il y a une évolution. Moi, j'aurais aimé que le mandat commence sur cette tonalité-là. Ça n'a pas été le cas, mais aujourd'hui, je prends acte et je vous en remercie de cette évolution. Je disais qu'il y avait des responsabilités des deux côtés. Peut-être qu'en réaction de ma part, il y a eu un peu de nervosité, probablement, parce qu'on était dans une situation, je rappelle quand même, qui était particulièrement dure pour tout le monde ici, et notamment pour les adjoints et les services, de stress absolu de ce qu'était la situation financière de la ville, avec la conjugaison d'une baisse des recettes de l'État, d'une situation qui était déjà mauvaise dans l'absolu, et quand même d'un budget qui a été voté avec des recettes surestimées. Et je me souviens d'avoir pu utiliser ici un adjectif à propos de ce budget qui n'a jamais été contesté par personne, insincère. Donc un budget qu'aujourd'hui encore nous portons. Donc il y avait cet élément psychologique qu'il faut aussi saisir, et on ne peut pas dire que les auspices sous lesquels cette mandature s'est ouverte étaient les plus simples pour personne sur le plan humain, et c'est vrai que face à cela, un style qui était encore imprégné des logiques anciennes a pu peut-être crisper, à tort, mais avec l'expérience, on apprend aussi à avoir un peu plus de sang-froid et à voir l'approbation discrète derrière les propos de tribune. Donc je vous en fais acte. Sur les différents points que vous avez évoqués. Alors, sur l'attractivité retrouvée de la ville, de votre point de vue, avec la baisse de la taxe d'habitation. En tout cas, la chance que ça pourrait représenter. Il faut dire qu'on avait en France, on parlait tout à l'heure d'inégalité territoriale, mais il y a une situation assez singulière, qui est que dans beaucoup de villes de France, le niveau de fiscalité dans les villes moyennes est plus important. Alors ça, c'est ce qu'on dit toujours à Saint-Dié, que dans les communes immédiatement périphériques, provoquant de facto une forme d'étalement urbain. Mais il est aussi souvent plus élevé que dans les grandes villes. Chose qu'on dit rarement. Et faites la comparaison entre le niveau de la taxe d'habitation en pourcentage à Saint-Dié-les-Vosges et à Paris, et vous verrez que vous aurez une sacrée surprise. Et donc, il y avait, et en ne voulant pas réviser de façon trop marquée les bases de 1970, on s'est enquisté dans une inégalité territoriale qui est aussi une inégalité fiscale. Et moi, je ne jette la pierre à personne, même si j'ai mon avis que j'ai déjà livré ici sur la gestion précédente.
Mais la réalité, c'est que en devant assumer des charges de centralité qui faisaient d'elles presque l'égale des grandes, les villes moyennes, a fortiori quand elles n'avaient pas d'intercommunalité, se trouvaient contraintes à faire peser sur leur population une fiscalité excessive. Et c'est ça la réalité de l'histoire de Saint-Dié. Alors, je dis a fortiori quand il n'y avait pas d'intercommunalité, puisqu'on peut se le dire, si des historiens locaux écrivent l'histoire de cette ville, il y en aura forcément. À l'époque où nous serons tous oubliés, y compris moi, ils constateront que, et ça c'est un fait structurant, ils constateront que le retard pris dans l'intercommunalité a pesé durablement sur les finances de cette ville, en investissement notamment, et donc en endettement. Et que la ville a supporté le poids des poids d'équipement qui devaient être supportés par un territoire plus large. Ça, c'est incontestable. Donc, est-ce que ça va créer du jour au lendemain un appel d'air dans le rééquilibrage vis-à-vis de la périphérie? Mais moi, je pense au moins autant aux métropoles, parce que aujourd'hui, on n'est plus dans un rapport de concurrence fiscale avec les uns et les autres. Je pense qu'on a quand même passé ce stade que les discours anciens ont perdu de leur acuité. Mais avec les métropoles, il y a un sujet d'attractivité. On voit bien qu'aujourd'hui, une grande partie de la croissance nationale et européenne se concentre dans des très grandes villes où on va chercher un certain niveau de service, d'équipement, de transport, et aussi un écosystème de réflexion. On rencontre des gens qui ont fait des études, etc., ou d'autres qui n'en ont pas fait, mais qui sont innovants. Et il y a un vrai risque à voir s'accentuer cette concurrence entre les territoires. Et donc, effectivement, il y a un levier de concurrence fiscale qui va être en partie levé, je dis en partie. Est-ce qu'il y aura des effets mécaniques? À vrai dire, il est beaucoup trop tôt pour le dire. Mais une grande partie des politiques qui ont été engagées depuis 2014 sont des politiques qui vont dans le sens du retour de l'attractivité. On a toujours fait, y compris la stabilité fiscale. On ne pouvait pas faire plus que ça. Honnêtement, c'était impossible de faire plus que ça. Et ça nous a mis au maximum. Je regardais tout à l'heure le vote du budget 2015. À l'époque, on disait encore qu'on n'était pas sûr de ne pas devoir augmenter les impôts un jour. Qu'on serait obligé peut-être d'y arriver. Et c'était une perspective à laquelle personne ici ne voulait adhérer, mais qu'on n'était pas sûr de devoir repousser. Moi, j'ai relu ce rapport d'orientation budgétaire 2015, et ça m'a frappé. Donc, je ne peux pas vous répondre sur cette... Mais, effectivement, il y a une forme d'inégalité fiscale qui était devenue une inégalité territoriale qui va être levée. Il n'empêche que, je reste là-dessus, il faut regarder de près la manière dont ce sera compensé. Parce que la question de l'autonomie fiscale des collectivités territoriales, ce n'est pas une petite question. Moi, je suis élu dans une autre collectivité, chacun le sait ici, une seule autre. L'agglomération n'est qu'un syndicat de communes, ce n'est pas une collectivité. Et je représente comme vous la ville de Saint-Dié. Je suis élu dans une autre collectivité où le niveau d'autonomie fiscale est de 6%. C'est-à-dire qu'une région, quand elle a à décider de ce qu'elle va dépenser, elle peut seulement jouer sur 6% de ses recettes. Autant dire que si elle a la libre décision pour les régions, les politiques qu'elle conduit, elle ne décide pas de ce qu'elle perçoit, donc malgré tout, elle est très contrainte. Et pour les départements, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire, ils ne peuvent pas beaucoup décider de leurs dépenses, en revanche, ils peuvent encore un tout petit peu décider de leurs recettes. Donc, on est dans une situation paradoxale. Il ne faudrait pas que cette réforme, je l'ai toujours dit, je n'ai pas changé de discours, marque, si elle était compensée par une dotation, marque une perte d'autonomie fiscale et financière pour les communes, parce que ça veut dire quelque chose, la République au village ou dans la ville. Et que nous avons ici une légitimité pour décider des politiques qui sont conduites ici. Et que nous avons légitimement, même si nous n'usons pas de cette arme, ou de ce levier, selon les sensibilités, nous avons légitimement, nous devons avoir la responsabilité de pouvoir nous dire s'il y a vraiment quelque chose de très important et grave à faire à Saint-Dié, nous devons pouvoir décider soit de baisser, soit d'augmenter les taux. C'est une question de philosophie, presque. C'est les questions fiscales ne sont pas des questions techniques, c'est des questions politiques. Et il y a donc une nécessité politique
que les collectivités aient leur propre autonomie. Vous parliez de mutualisation avec l'intercommunalité. Il y a deux explications possibles à ce que vous avez pointé, et il faudra regarder dans le détail. Je ne suis pas certain que ce soit complètement exact, mais une idée fausse est parfois un fait vrai. Il y a d'abord une réalité qui est que, contrairement à ce que peut-être certains s'imaginaient au moment de la création de la première communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges, 1er janvier 2014, puis de la communauté d'agglomération 1er janvier 2017, il n'y a pas eu de volonté de la ville de se décharger de ses responsabilités sur le dos de l'intercommunalité. Ce qui a été transféré l'a été à l'euro près, et la logique de mutualisation a été pensée pour servir à tous. Et même, on peut le dire, heureusement que la ville est là, pour un certain nombre d'événements qui ont lieu ici et là. Donc, ce discours-là, il est effectif, et peut-être que c'est une des raisons de ce que vous pointez. La deuxième explication, peut-être, c'est, comme toujours, quand on réalise des fusions, je commence à avoir un peu d'expérience de structure et de collectivité, il y a toujours un effet de désoptimisation au début. Et ça, c'est mécanique, tout le monde vous le dira. L'effet d'efficacité supplémentaire, je ne parle pas des politiques publiques, parce que là, on voit que ça pèse, le poids est là, et on voit que, effectivement, quand la communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, 12e intercommunalité du Grand Est, autant d'habitants que l'agglomération de Thionville, quand même, c'est pas n'importe quoi en termes de poids démographique. Quand elle porte des dossiers, elle est écoutée, plus que l'était la ville de Saint-Dié seule. C'est mécanique. Pour autant, effectivement, dans l'efficacité des politiques publiques, on n'a pas créé cette agglomération collectivement pour l'année 2018. Quand elle a été créée, vous vous en souvenez, vous étiez là, moi aussi, il paraît, quand elle a été créée, on s'est dit que, globalement, on posait des fondations, on lançait des grandes directions, on se donnait quelques priorités, développement économique et touristique, la cohésion territoriale et le niveau de service, mais que on ne serait pas opérationnel pleinement en 2020, mais tout le monde le sait. Et donc, c'est vrai aussi, sur les effets de la mutualisation, il y a un effet de légère désoptimisation, toujours dans les fusions au départ, malgré la meilleure volonté du monde, et même quand on fait des économies, et nous en faisons, mais ça ne produit pas encore pleinement ses effets, je suis d'accord avec vous, sur ce stade-là. Sur l'écoute des Déodaciennes et des Déodaciens, nous vivons au milieu des Déodaciennes et des Déodaciens. Tous ici. Et comme cette équipe s'y était engagée, aucune des personnes qui disposent d'un mandat électif et d'une délégation ne vit pas à Saint-Dié-des-Vosges, n'est pas propriétaire à Saint-Dié-des-Vosges et n'y est pas présent physiquement dans la ville. Je dis souvent à certains élus que je connais, la différence entre un maire et un élu qui a d'autres mandats, en région, par exemple, sans être maire, c'est que quand vous êtes maire, on vous engueule en bas de chez vous. A fortiori quand on habite en centre-ville, dans une rue passante. Et ça fait quand même une grosse différence. Quant au conseil citoyen, c'est compliqué à faire vivre, vous l'avez dit. Aussi, pas par mauvaise volonté, mais parce que l'individualisme de notre société fait que chacun se sent un petit peu confronté à des contraintes dans ce fonctionnement collectif. Aujourd'hui, on a 2 conseils citoyens qui fonctionnent, les 2 quartiers politiques de la ville. Je n'ai pas exclu l'hypothèse d'en créer d'autres, mais en revanche, une autre solution que vous n'avez pas évoquée, sur laquelle on a travaillé pour le budget de l'année prochaine, je ne pense pas qu'on pourra le mettre dans le budget de l'année prochaine, mais peut-être dans le budget de l'année suivante, c'est la question du budget participatif. J'ai oublié de vous l'avouer. J'explique simplement les choses. Vous avez un certain nombre de communes qui ont fait l'exercice de se dire qu'une fraction du budget d'investissement pouvait être soumise à une forme de consultation populaire. Alors pas le soviet,
de sinistre mémoire, mais une procédure organisée, qui pourrait se passer comme suit, comme mon collègue d'Épernay l'a expliqué par exemple. Il a organisé dans sa ville. Vous décidez qu'une fraction du budget, il faut commencer petit, il ne faut pas dire 100 000 euros, mettons, pour commencer. Une fraction du budget est pensée comme un budget participatif. Vous demandez aux citoyens au cours, c'est un long processus, vous demandez aux citoyens au cours de l'année qui précède de déposer des dossiers qui leur paraissent des idées, qui leur paraissent des idées intéressantes sur le plan de la réalisation. Vous pouvez même définir un thème, par exemple le développement durable, ou les aménagements urbains du quotidien, ou la voirie, ou je ne sais pas. Vous organisez une consultation pour que les citoyens puissent voter, alors à voir sous quelle forme, seulement électronique, avec un vote en mairie, enfin je ne sais pas, il faut voir. Et ensuite, les projets qui sont sélectionnés, mettons les 2 ou 3 qui sont sélectionnés, font l'objet d'un travail avec les services techniques, d'échange, de chiffrage. C'est aussi intéressant parce que ça amène une forme de mobilisation et de prise de conscience des difficultés de porter des projets d'investissement. Et puis ensuite, on y va. Ça prend du temps. Mais on y a réfléchi, on a même prévu un moment de le mettre, et puis je pense qu'on aura du mal à le mettre pour l'an prochain. Mais il se trouve ici qu'à l'époque où il était en charge notamment de la démocratie citoyenne, Johan Rue a travaillé sur ce sujet. Donc on est prêt à mettre ça en place, on sait comment ça se passe, et je pense que c'est quelque chose qui symboliquement permet aussi aux citoyens à la fois de se réapproprier les politiques publiques, et puis de se rendre compte aussi de à quel point c'est jamais si simple que ça, de mettre en œuvre ces décisions. Donc ça me paraît très intéressant, je pense. On aura l'occasion d'en reparler. Sur les projets de développement que vous évoquiez. D'abord sur la création d'un éventuel camping. D'abord, dans l'agglomération, la réponse qu'on vous fera, c'est qu'il y en a. Et que, par hypothèse, on ne doit jamais se substituer à l'activité privée quand elle peut s'organiser. Il se trouve que les campings de l'agglomération, à une exception près, sont des campings privés. Ça veut dire qu'il y a un potentiel, il existe. Et d'ailleurs, c'est plutôt aujourd'hui ce qu'on cultive. Il se trouve que quand il y a eu je peux vous dire, quand il y a des projets d'investisseurs, il y en aurait un sur ce style d'équipement, sur ce terrain-là, moi je ne les dissuade pas, hein, au contraire. On peut même imaginer les appuyer à l'agglomération, financièrement, pourquoi pas. Mais que l'initiative publique doive se substituer à l'initiative privée pour ce type d'équipement touristique, je pense que c'est un peu une idée du passé. Je le pense sincèrement, je le dis sans être négatif ou condescendant avec qui que ce soit, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur des infrastructures comme les lacs de Pierre Percé, ou pas si loin que ça de Saint-Dié finalement, qui ont été gérés avec des structures publiques, ni vous, ni moi, ni aucune des personnes qui est autour de cette table, enfin si, sûrement qui ont des talents cachés, mais en tout cas, pas moi, et je ne crois pas vous, mais vous allez peut-être me dire le contraire, n'avons les qualités pour animer ce genre de choses, faire vivre. Alors, il faut refaire une délégation de service public, c'est complexe. Quand c'est de l'investissement privé, le gars est directement intéressé à ce que ça tourne. Hein. Et c'est quand même, aujourd'hui, il faudrait de toute façon plutôt ce type d'hypothèse. Mais moi, je trouve que ce serait une très bonne idée. Hein. Je peux vous dire qu'à chaque fois que j'ai été consulté par des gens qui avaient cette idée et qui étaient susceptibles de porter des projets sur ce type d'équipement, sur ce terrain, j'ai dit, mais allez-y. Surtout dans le sous-sol, il y a quand même eu beaucoup d'investissements. Il y a eu beaucoup d'investissements qui étaient... Il y a eu, absolument. Donc, il y a de quoi faire des choses. Et d'ailleurs, ça a été réutilisé pour la partie camping-car, les infrastructures qui ont été réalisées en matière d'épuration, enfin de conduite des eaux usées, ont été réalisées. L'assainissement, je cherchais le nom, c'est comme ça. Sur le commerce de centre-ville, c'est compliqué parce que la question du stationnement, en fait, on en a parlé il n'y a pas longtemps, je ne révèle pas un secret aux collègues du conseil de la majorité. On a eu un long débat assez partagé sur le sujet, sur la question du stationnement, parce que
il y a la tentation de réfléchir avec les leviers d'autrefois. C'est une ville qui a été gratuite, en bleu, pendant un certain temps, puis ensuite qui est devenue payante, pour des raisons qui ne sont pas que de recettes pour la commune, mais qui sont aussi de fluidité du stationnement, la capacité de trouver des places. Et en tout état de cause, le raisonnement qu'on tient là-dessus ne peut pas être que financier. On l'a montré en début de mandat en rendant plus de 500 places gratuites, en faisant la gratuité après 18h et samedi après 15h. Le raisonnement, avec parfois des effets d'engorgement dans certaines rues, je vois des personnes dans le public qui opinent de la tête, pour la gratuité permanente. Donc le raisonnement qu'on a tenu n'était pas principalement financier. Mais je me dis, et nous disons, comme si on modifie de nouveau la règle, on crée... Là, on est au point où il faut sans doute changer quelque chose. Dans la capacité d'accéder à notre centre-ville, d'y circuler, de s'y déplacer. Est-ce que la bonne solution, c'est de rester avec le parc actuel et juste de modifier encore quelque chose comme nous l'avons fait en début de mandat? Ou est-ce que c'est de réfléchir globalement sur un plan un peu plus structurant d'accession au centre-ville, avec peut-être tout proche du centre ou dans le centre des parkings où on concentre l'offre de stationnement, et puis des endroits où il y en a peut-être un tout petit peu moins, parce que on peut pas... On a pris des habitudes dans nos villes de la reconstruction quasiment de rentrer dans les magasins avec la voiture, mais est-ce que c'est finalement si qualitatif que ça partout? Je pose la question. Donc, ces raisonnements-là, je pense qu'il faut les tenir de façon globale. En revanche, une piste sur laquelle on pourrait s'orienter, c'est effectivement sur certains commerces où on sait que les achats se font sur une durée très courte, d'aménager systématiquement quelques places de dépose-minute devant ces commerces. Et ça nous apparaît de bon sens. Voilà. Ça doit pouvoir se faire. Mais aujourd'hui, je pense que le raisonnement sur le stationnement n'est pas qu'un raisonnement d'attractivité du commerce, aussi vraiment une question de fonction urbaine dans la ville. Et c'est compliqué. Je pense que l'attractivité du centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui est compliqué à construire, comme dans toutes les villes moyennes, mais qui bénéficie quand même de son rôle de centralité dans le massif vosgien, elle est impactée par le stationnement, mais pas seulement. C'est plus complexe que ça. En tout cas, on réfléchit, encore une fois, et sans doute que sur les déposes minutes, on aura des choses à dire dans le sens de ce que je viens d'évoquer. Et capteurs minutes, ça coûte assez cher à déployer, ce que j'ai pu savoir, et c'est la raison pour laquelle peut-être on y reviendra pas forcément. Sur les commerçants sédentaires pour la braderie, la demande en a déjà été faite. Je pense qu'ici on peut ouvrir le débat, et parce que l'adjointe y est plutôt bien disposée. On a eu cette demande effectivement récurrente. Sur les premiers mètres cubes d'eau, bon, il y a eu cette baisse. Donc moi je suis assez importante. C'est quand même pour une famille entre 100 et 120 euros par an qui ont été redonnés. Et puis il y a un effet psychologique. De dire, voilà, c'est fini, Saint-Dié, et on n'est pas tellement ça en dessous de la moyenne, mais on est dans la moyenne, des villes moyennes, pour le prix de l'eau, même légèrement en dessous, et assez nettement plus faible, par exemple, que la ville d'Épinal, maintenant, pour les mètres cubes d'eau, et malgré tout avec un réseau qui est en bon état aujourd'hui, dans lequel il faut continuer à investir. Donc est-ce que c'est à nous, tout de suite, de redépenser de l'argent, alors qu'on a des missions de solidarité très fortes à assumer au quotidien, pour répondre à la demande aujourd'hui? Je pense que, je ne veux pas dire, mais on est obligé de tenir compte de ce qui s'exprime. Pour autant, ça nous dépasse quand même, ce qui est en train de se passer. Et je ne pense pas que c'est au maire de Saint-Dié-des-Vosges, c'est du maire de Saint-Dié-des-Vosges que les gens qui aujourd'hui sont mécontents attendent tant que ça des gestes, même si on en tient compte. Et y compris dans les politiques publiques qu'on aura à conduire. Sur Sadoul, le nombre d'abonnés augmente, la fréquentation est très bonne. Je pense que c'est plus des politiques tarifaires, ou le fait qu'il y ait beaucoup de scolaires qui viennent au spectacle, qui explique peut-être que les recettes n'augmentent pas de façon spectaculaire. Mais aujourd'hui, on a une augmentation très forte du nombre d'abonnés. Donc ça marche plutôt bien, c'est une structure de spectacle vivant qui contribue bien à l'attractivité de la ville.
Je remercie Laetitia Demange. Enfin, je terminerai sur la politique sportive, un sujet cher à Nicolas Bloss. Globalement, on a un modèle sportif dans notre ville qui a été construit pour l'essentiel au milieu des années 60, à l'époque de Pierre Noël, et une volonté qui n'a pas tellement évolué entre nous. Avec une volonté de faire du sport de masse, parce qu'on se disait à l'époque, avec Joseph Claudel comme adjoint au sport, que faire du sport de masse, c'était finalement faire du lien entre les différentes catégories sociales et faire de la solidarité entre les citoyens. Donc un certain nombre de structures ont été mises en place. Il y avait même une époque où il y avait une sorte de grande structure qui regroupait les sports réunis des Audaciens, avec de l'autre côté l'Office municipal des sports. Enfin, voilà. Ça correspond tout à fait au levier, à cette vision de la politique sportive que nous évoquions. Et pour l'essentiel, nous avons respecté ce cadre jusqu'à présent. Mais je partage votre constat qu'il faut incontestablement, et je sais que Karine Cernelli a aussi, passer à autre chose. Alors, il y a déjà des réflexions qui ont été initiées, une marque qui a été impulsée depuis 2014, je pense notamment au sport féminin, qui est incontestablement une priorité de cette municipalité, sur lequel on a mis des moyens, avec des vrais paris qui ont été faits, qui donnent un certain nombre de résultats. Je pense aussi à la volonté de retrouver des équipes Fagnon qui donnent de la fierté à la ville et au territoire, et à cet égard quand même, je vais reparler de l'agglomération, mais entre le tennis de table à Étival-Clairefontaine, le volleyball à Saint-Dié-des-Vosges et le tennis à Saint-Dié-des-Vosges, on a quand même, les femmes font fort, quoi, en Déodacie. Et on a besoin de ça aussi, parce que ça crée de l'identification, ça crée de la fierté. Regardez ce que suscitent les succès extraordinaires d'un joueur de foot issu de notre ville, et admirable de qualité d'humanisme et de pondération et d'intelligence. Regardez ce que ça suscite dans la ville, comme élan, comme espoir. Donc on a besoin de ça aussi. Alors, sport business, c'est pas pour Saint-Dié, c'est pas de notre niveau. Mais on doit pouvoir construire un projet un peu différent, peut-être se dire qu'on ne peut pas pratiquer tous les sports, absolument tout. Aujourd'hui, on a un panel d'activités sportives qui est digne d'une ville de 180 000 habitants, quasiment. Et donc, il faut aussi pouvoir se dire, parce que ça a été finalement une façon de fractionner l'ambition de départ. L'ambition de départ, c'était de dire, on fait du sport de masse, mais pour faire du sport de masse, il faut aussi qu'il y ait des gros clubs. Des gros clubs dans lesquels tout le monde se retrouve. Le sport de masse, c'est pas de dire, on propose tout et à chaque fois, il y a plein de petits clubs l'un à côté de l'autre, parce que ça, c'est pas de la masse, c'est pas de la mixité sociale, c'est pas de la solidarité, c'est pas des rencontres. C'est des gens qui restent dans leur couloir. Et avec, finalement, si on y regarde bien, pour un certain nombre d'activités, peut-être pas celles auxquelles on pense, une mixité sociale qui n'est pas si bien assurée que ça. Donc, voilà, il y a une réflexion à mener. On peut se dire les choses, on va continuer à initier les transformations que j'ai évoquées sur le sport féminin, sur la nécessité d'avoir des clubs à résultats. Il y a des investissements sportifs aussi à faire, c'est une question qui reste encore en suspens ici. Qui les fait, comment le grand moment, il y aura un moment de vérité et de rénovation du sport à Saint-Dié-des-Vosges dans la mandature suivante, c'est évident. Il va y avoir une nécessité de réorganiser profondément les choses et de faire du sport ce qu'il est déjà aujourd'hui. Un ciment de l'identité de la ville, mais plus qu'encore qu'un ciment, une capacité de propulsion et de foi dans le territoire. Regardez les liens qui peuvent être faits entre le sport et le développement économique, par exemple. C'est formidable. C'est ce qui se passe en ce moment avec les matchs pour l'emploi et bien d'autres choses. Bon, j'arrêterai là, parce que je vous ai répondu un peu sur le même ton sur lequel vous m'avez interpellé. Comme la culture aussi, c'est des choses très précieuses, évidemment, dans un territoire comme le nôtre. C'est ce qui fait de l'attractivité aussi. L'attractivité, ça vient de ça. On peut pratiquer beaucoup de sport, on peut aller au spectacle, etc., etc. Donc vous voyez que on s'interroge. Moi, je sais que c'est le cas de mes collègues adjoints
et conseillers municipaux, on n'a jamais cessé de s'interroger. Les difficultés auxquelles on a été confrontés ont fait que parfois on a avancé vite, mais on n'a jamais cessé de s'interroger, de se remettre en cause. Et le budget qu'on propose aujourd'hui, pour les grandes orientations, s'il est fidèle à ce qu'on a défini, c'est parce qu'on pense que ce sont des bonnes orientations pour la ville de Saint-Denis. Pour le reste, j'ai montré dans les débats qu'on avait là qu'il pouvait y avoir des inflexions, des réflexions, des transformations aussi, un dialogue qui se passe différemment. Et j'ai pris bonne note des remarques que vous avez faites ici et là, y compris pour la suite de notre action au cours de ce mandat et plus si affiné.